Bonjour les explorateurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ariane Bilran, qui est une psychologue, auteure, qui est aussi spécialiste dans l'harcèlement. Et j'avais noté, vous avez une formation en latin, grec, morale et politique. Donc En déjà, bonjour Ariane. philosophie, en philosophie. Oui. Bonjour, bonjour Anna, merci pour l'invitation. Donc vous vouliez dire en philosophie également? Oui, en philosophie morale et politique, oui. Voilà. Et en psycho. Et en psycho. Donc, c'est vous qui avez été un peu dans ma vidéo sur mon mini-reportage sur la pornographie. Donc, déjà, merci beaucoup de m'avoir autorisé à utiliser vos travaux qui sont extrêmement importants, dont je n'avais jamais entendu parler, bien que on peut se rendre compte de la métamorphose des mœurs et de la morale. Et surtout, vous arrivez à décoder de manière simple pour nous, qui n'avons pas forcément tous les moyens de décoder les perversions, les manipulations au sein du langage pour arriver à une certaine finalité. Donc déjà, un grand merci de venir en parler sur la chaîne, c'est important. En plus, ça se passe en France. Je sais que vous habitez pas en France et moi non plus, mais c'est un rôle responsable en tant qu'être humain. J'ai même pas envie de dire en tant que citoyen. Et même au sein de la spiritualité, on se rend compte que tout ce qui est responsabilité, elle est perdue pour simplifier les zones de confort, pour rester dans l'inaction. Et en contrepartie, les personnes qui comprennent l'importance de l'action dans la matière n'ont pas forcément les meilleures intentions. Absolument. Mais je pense quand même que la France est quelque chose de très, très important parce qu'on voit bien que la France, c'est le fer de lance aujourd'hui de quelque chose d'extrêmement obscur, opaque et destructeur de l'humanité. Donc, c'est sans doute pour ça qu'il y a plusieurs Français un peu partout dans le monde qui sont concernés par ce qui se passe en France, même s'ils n'y habitent plus. Oui, Ou peut-être parce qu'ils y habitent, je ne sais pas. oui, oui, c'est vrai. Et en fait, ce qui est assez étrange, puisque la France, ça a quand même l'emblème, en tout cas en Chine, l'emblème et le symbole aussi de la liberté, du peuple qui se rebelle pour de nouvelles libertés. Et au final, encore une fois, ça peut être déguisé, hein, tout dépend des mots qu'on y met derrière. Et Et oui, et des au manipulations retour, sur les idéaux. absolument, absolument. Donc aujourd'hui, vous vouliez venir nous parler, en fait, finalement, de la suite de vos travaux. Freud disait que aucun grand travail n'était compatible avec une activité sexuelle. Est-ce que ça vous... Oui, en fait, je voudrais peut-être recontextualiser pour un peu comment je suis venue à ça, parce que je trouve que c'est intéressant. Oui, Euh, Parce qu'en fait, donc moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé la question des manipulations diverses et variées entre individus, dans des groupes. Voilà, ça m'a toujours intéressée de voir comment ça fonctionnait, la prise de pouvoir sur l'autre. Et petit à petit, alors c'est vrai qu'en psycho, on nous parle des pulsions, on nous parle voilà, de libido, mais c'est assez abstrait en réalité. Et donc, quand on aborde le sujet des manipulations, on arrive aux manipulations mentales, aux manipulations par le langage, aux manipulations émotionnelles. Mais on parle très très peu finalement des manipulations énergétiques. Et alors, on parle de vampirisation, mais c'est comme si c'était encore quelque chose d'assez abstrait. Et bon, dans mon parcours, ce qui m'a intéressé très très tôt, par rapport à mon propre parcours familial, je dirais même karmique, hein, tout simplement, c'est vraiment la question des manipulations de masse. Et on sait qu'on a quelques grands penseurs qui ont commencé à penser ça sous l'angle, non pas simplement de la propagande, on va dire la propagande, c'est de la manipulation mentale, où on vous envoie des images subliminales. Ça, c'est quelque chose que, bon, des gens un petit peu avertis connaissent et savent. Hein. La question de la manipulation par des symboles, comme le faisaient les nazis, bon, quand on a un petit peu étudié la question, on le sait. Ce qu'on sait beaucoup moins, et ce qui est évidemment le plus caché est le plus important, c'est la question des manipulations énergétiques, qui passent par les manipulations sexuelles. Alors, je vais essayer d'expliquer ça avec des mots simples, de ce que moi j'ai compris, afin que les gens puissent en comprendre quelque chose. Puisque j'ai beaucoup aussi étudié le harcèlement, donc comment ça se passe entre des individus. Alors, la personne elle va dire, mais je me sens complètement vidée. Par exemple, elle est vidée au niveau énergétique. C'est-à-dire que premièrement, nous ne sommes pas des émotions, nous ne sommes pas
un mental, nous sommes d'abord une énergie. Alors, ça, j'avais préfacé l'énergie spirituelle du philosophe Bergson, ça c'est bien ce qu'il dit. L'énergie spirituelle, c'est-à-dire qu'on est un corps, mais on est animé par une énergie. C'est ce qui nous anime tous les jours. Et l'énergie, eh bien, c'est notre capacité à créer de la chaleur, à créer du mouvement, voilà. Et donc, quand on tombe, il y a, je vais un petit peu caricaturer, mais il y a deux catégories, on va dire, de modes d'être. Quand ça dysfonctionne, il y a celui qui se fait pomper son énergie et celui qui la pompe. Voilà. Et on le dit bien, on va rencontrer quelqu'un, alors en particulier, j'ai beaucoup travaillé sur la paranoïa, il suffit d'être en contact avec un paranoïaque, on est vidé à la fin de la journée. Parce qu'il y a une passation, il y a une aspiration de l'énergie. Alors c'est sûr que ça ne se voit pas, mais c'est fondamental, parce que si nous perdons notre énergie, nous perdons notre santé. Et je vais faire un rapprochement après. D'accord ? Ce qui est notre santé, notre immunité, c'est notre énergie. Donc c'est le bien le plus précieux qu'on a, et c'est ce qui est le plus convoité par ceux que j'appelle les passionnés du pouvoir. Alors, quand je dis que c'est le plus convoité, je vais essayer, parce que c'est à la fois complexe et très simple. Je vais essayer de prendre un exemple. Quand les passionnés du pouvoir essayent de nous faire croire au nom des idéaux qu'il faut partir dans une guerre, ils vont orienter les gens, alors avec de la propagande, avec plein d'outils, évidemment, encore de manipulation plus ou moins sophistiquée, ils vont orienter l'énergie des gens, pas seulement l'intention, mais leur énergie, vers l'idée qu'il faut aller en guerre. C'est-à-dire, ils vont créer des émotions. Les émotions elles-mêmes, par exemple la colère, c'est une émotion de feu. Donc on va mettre les gens en colère contre ces affreux terroristes qu'il faut aller combattre. Donc on va créer des manipulations émotionnelles. Déjà on va fracturer les gens en les faisant pleurer avec des images atroces à la télévision, et puis après on va créer de la colère, de la haine. C'est une énergie de feu, et cette énergie de feu, on va en vider les gens de leur substance pour les orienter vers la guerre. Et là, ça va servir les passionnés du pouvoir. C'est-à-dire ça va nourrir les passionnés du pouvoir. Certainement pas celui qui va se vider de son feu en étant en colère. Alors, c'est un exemple, et c'est tout le temps comme ça. En réalité, je crois qu'il faut arriver à lire le monde comme ça. Alors, il y a quelques psys, quelques philosophes qui ont essayé de penser ça, mais je crois que quand je dis c'est lié à la santé, c'est lié effectivement à la manière dont on va faire circuler notre propre énergie, dont on va la donner, ou la manière dont on va recevoir l'énergie de l'autre dans l'interaction. Et donc, l'énergie, elle part d'où chez l'être humain ? Elle part effectivement, et là on retombe sur Freud, pas Freud, mais elle part de l'énergie sexuelle. Et donc ça, c'est très important. C'est pour ça qu'avec les fameux droits sexuels que j'ai dénoncés, j'ai commencé aussi à... Il y en a qui ont pensé ça. Wilhelm Reich, il avait un petit peu pensé ça. Il y en a qui ont déjà pensé ça. Mais moi, je crois surtout que dans l'Antiquité, ils savaient exactement tout ça. C'est pour ça qu'on va reparler peut-être d'Hippocrate et des médecins, etc. Mais en fait, qu'est-ce que c'est ? L'énergie, la base de l'énergie chez l'humain, c'est l'énergie sexuelle. C'est-à-dire ce que Freud appelait la libido et ce qu'il appelait la pulsion sexuelle. Alors, pour répondre à votre question, il dit bien Freud, et encore une fois, je ne suis pas freudienne, je ne suis pas une Jeanne d'Arc de Freud, mais je crois qu'il faut remettre les choses bien dans ce qu'il dit. Il dit bien qu'il faut contenir l'enseignement de la sexualité, justement pour qu'il n'y ait pas d'activation du sexuel chez l'enfant, parce que si on active la pulsion sexuelle, c'est-à-dire la libido, etc., on empêchera les deux travaux que doit faire l'être humain dans l'humanité, pour l'humanité, dans la civilisation. Un premier travail qu'il appelait la sublimation. Alors la sublimation, c'est la transformation de l'énergie sexuelle pour l'orienter vers des grandes œuvres pour l'humanité. Par exemple,
Raphaël qui fait la chapelle Sixtine. Il sublime son énergie sexuelle et il fait un truc qui est une grande œuvre pour l'humanité. Ça, c'est la sublimation, c'est purement énergétique. Et le deuxième travail que nous devons faire, c'est ce qu'il appelle la symbolisation. Et la symbolisation, c'est la transformation, on va dire l'informe de nos représentations en œuvre mentale, c'est-à-dire capacité de parler, capacité de penser ensemble, voilà. Et ces deux pôles, en fait, plus j'y réfléchis, plus ces deux pôles m'ont renvoyé, moi, dans ce que j'ai étudié, au processus qu'on appelle l'alchimie. Alors, l'alchimie, qui est l'œuvre de la santé. Hein. C'est-à-dire que l'alchimie, elle est matérielle, hein, transformation du plomb et du mercure en or, mais elle est spirituelle. Et nous sommes exactement, de toute façon, c'est exactement la même chose. Or, le plomb, qui va être représenté, j'ai beaucoup étudié les systèmes symboliques parce que c'est là qu'on a des réponses, hein, en réalité. Le système symbolique qui existe quand même depuis la nuit des temps, et nous avons un grand corpus occidental, et c'est vraiment dommage que tout soit clivé comme ça. Le plomb, en fait, représente l'énergie sexuelle. Et le mercure représente le mental. C'est-à-dire que les deux œuvres que Freud nous a dit qu'il fallait faire, c'est-à-dire pour transformer précisément notre énergie, c'est-à-dire créer une alchimie, c'est transformer l'énergie sexuelle en énergie de création, enfin création secondarisée, hein, capacité de faire une grande œuvre d'art, capacité de se dévouer pour une grande cause, et la deuxième, la symbolisation, capacité de mettre en mots et de mettre en représentation et de pouvoir penser les choses ensemble. Voilà. Donc ça, c'est Mercure, et l'autre, c'est le plomb. Voilà. Et on a cette capacité de transformer en or. Voilà. Alors en or, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu complexe, mais on va s'en sortir. Après, vous me posez des questions pour les auditeurs. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est aussi présent dans les traditions orientales. Heureusement, c'est celle qui nous donne encore maintenant des outils parce que sinon, nous, ça a été le complètement yin yang, avalé. l'énergie. Absolument. Absolument. C'est-à-dire que nous, on a été éradiqués par l'Inquisition. On a été éradiqués, tout ce savoir a été éradiqué par l'Inquisition. Moi, j'ai étudié beaucoup l'astrologie. Je ne suis pas astrologue, mais j'ai étudié beaucoup l'astrologie. Comme Jung disait d'ailleurs qu'il fallait que le psy s'intéresse beaucoup à l'astrologie. Et je rappellerai qu'Hippocrate, hein, le fondateur de la médecine, disait « Nul n'est médecin s'il n'est astrologue ». Pourquoi ? Alors évidemment, je ne vous parle pas de l'astrologie de Voici ni de Gala. Bien Mais sûr. je parle là d'un système de correspondance symbolique qui fait travailler ensemble les 4 éléments. Alors les 4 éléments, c'est le ciel, le feu, l'eau, et la terre et l'air. D'accord ? Donc on a ces 4 éléments, et ces 4 éléments constituent, puisque nous sommes à l'image de la matière, de ce qui se passe sur Terre, constitue aussi notre corps. C'est-à-dire que, eh bien, comment va-t-on harmoniser ces 4 éléments à l'intérieur de nous ? C'était ce que pensait la médecine antique. Alors, Ce que évidemment, pense la médecine chinoise, par exemple. absolument. Moi, c'est vrai que je connais moins la médecine chinoise, plus par ma formation, la médecine grecque antique, et puis la suite. Mais en fait, s'il y a un déséquilibre énergétique en nous qui va créer le désordre de santé, c'est un déséquilibre alchimique, c'est-à-dire c'est un déséquilibre dans l'un des 4 éléments. Alors par exemple, si on est plein de colère, on va être plein de feu. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien le feu, il brûle l'eau. Donc, on va être en déséquilibre. Il brûle le Si bois on est... aussi. Absolument. Si on est plein de tristesse, eh bien qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien ça noie le feu. Donc, on va avoir moins d'énergie, on va avoir moins de pêche, on va avoir... Voilà. Donc, tout ça, c'est fondamental de le penser en lien avec la santé. Alors, pour revenir à l'énergie sexuelle,
elle est présente dans le symbolisme des médecins. Alors c'est vrai, j'imagine qu'il n'y a aucun médecin ou presque qui maintenant le sait. C'est-à-dire le fameux symbole, et alors on va voir ce qui se passe aujourd'hui, le fameux symbole qu'on appelle le caducée d'Hermès. C'est-à-dire ce fameux symbole, peut-être vous montrerez une image, où vous avez le bâton, et puis les deux serpents qui montent, et puis à la fin, vous avez les ailes. Bon. Ça, c'est le symbole de la santé pour la médecine antique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et pourquoi aujourd'hui, ce symbole s'est modifié pour, vous le vérifierez, il ne reste plus qu'un seul serpent. On va en parler. Alors, qu'est-ce que c'est que les deux serpents ? Alors, ce que je vous dis là, c'est aussi présent dans la philosophie. C'est présent dans le Phèdre de Platon, où il s'interroge sur cette question, qu'est-ce que c'est que l'amour ? Et en fait, où il est question du désir charnel, etc. Et la réalité, c'est que pour conduire son attelage, c'est-à-dire son propre attelage à soi, qu'est-ce qu'on va laisser primer ? Est-ce qu'on va laisser primer la pure pulsion sexuelle de base, ou est-ce qu'on va la transformer dans l'amour, et donc on va finir par entrevoir les ailes donc de ce caducé. Alors, le caducé d'Hermès, Hermès, c'est le messager des dieux. Hermès, c'est Mercure. On retrouve Mercure. D'accord ? Celui qui fait le passage alchimique de la transformation du plomb en or, c'est Mercure. D'accord ? Donc, c'est le messager des dieux. Qu'est-ce qui se passe dans le messager des dieux ? Quelle est la capacité de l'être humain ? C'est de transformer, et son devoir, transformer son énergie sexuelle, qui est donc à la base de sa colonne vertébrale, là où il y a les organes génitaux, pour, alors maintenant on va prendre le terme Kundalini parce que c'est le plus connu, mais c'est ça dont ça parle, pour faire monter les deux serpents. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va activer tous les points énergétiques qu'on appelle en médecine orientale les chakras, c'est des points énergétiques qui vont s'activer jusqu'à activer effectivement au-dessus de la tête, mais déjà le fameux troisième œil qui donne la clairvoyance. Bon, tout ça, c'est vraiment connu, c'est une connaissance de base des circuits initiatiques. Mais ça passe par une énergie. Et cette énergie, elle peut se déployer de gré ou de force, elle peut se déployer bien ou mal. La réalité, c'est qu'elle ne se déploiera bien, premièrement, que dans l'amour, la sexualité d'amour, d'où le fait que ces fameux droits sexuels ne vous parlent jamais d'amour. Et surtout, les deux serpents représentent, si vous voulez, l'homme et la femme, c'est-à-dire l'énergie féminine et l'énergie masculine. Et l'énergie féminine, c'est l'eau, et l'énergie masculine, c'est le feu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'un écrase l'autre, c'est fini. On n'est pas dans l'harmonie, on n'est pas dans la chimie. C'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre. Si le feu écrase l'eau, c'est le désert, c'est la sécheresse. Et le feu, c'est quoi ? Parce qu'on est toujours sur de la symbolique. Le feu, c'est aussi, quand il est mal, on va dire, respecté, c'est la guerre, c'est le désert, c'est tout ça. Ça peut être le feu créateur, mais chaque élément a son positif et son négatif. Et donc, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui sur la planète ? On constate une diminution d'eau, on constate une diminution des réserves d'eau, on constate au même niveau, absolument, on constate au même niveau la femme et la mère qui sont extrêmement violentées. Donc toute la partie féminine, qui est aussi la partie féminine chez l'homme, la partie féminine c'est quoi ? La partie féminine, c'est la part imaginaire, c'est la part sensible, c'est la part émotionnelle, c'est la part nourricière. Moi, je travaille avec les Indiens, donc j'ai aussi beaucoup appris de ce point de vue-là. On a un déséquilibre, et dans la Sierra Nevada, nous nous occupons de l'eau, précisément, parce que la Sierra Nevada est considérée par les Indiens comme le cœur du monde. Qu'est-ce que c'est la Sierra Nevada, c'est la partie de Colombie qui est, enfin, pas que de Colombie d'ailleurs, mais c'est une montagne en fait, qui est une montagne la plus haute, la plus près de la mer.
Et D'accord. d'après on va dire la mythologie indienne, la Sierra Nevada est le cœur du monde. D'accord? Au Ah, sens, c'est quand l'Amazonie, on est le poumon. Et l'eau, ce sont les artères. C'est-à-dire que s'il y a un déséquilibre là, il y a un déséquilibre dans le monde entier. Ce que nous devons entendre, c'est qu'aujourd'hui, le déséquilibre de l'énergie sexuelle humaine, c'est que le feu a brûlé l'eau. Et que tant que nous n'entendons pas ça, ça pourrait être le contraire. Ça pourrait être l'eau à noyer le feu. Et là, nous serions vraiment dans un autre type de déséquilibre. Ça peut d'ailleurs se mais renverser. absolument. Et d'ailleurs, on remarque que dans certaines architectures, surtout certaines capitales, points bien stratégiques, on remarque aussi ces obélisques qui ont le symbole du phallus. Bien sûr. Oui. Et alors, en fait, donc cette énergie sexuelle de la Kundalini, si elle se réveille correctement, pour l'homme comme pour la femme, elle se réveillera dans l'acte sexuel d'amour. Elle peut se réveiller sans l'acte sexuel, c'est important dans l'ascèse. Chez certains spirituels, on a pu en avoir des témoignages dans le soufisme, où c'est, on va dire, l'amour divin qui va réveiller cette énergie-là. D'accord? Alors, ça, c'est quand ça se réveille bien, c'est-à-dire que ça va créer une harmonisation. Parce qu'à partir du moment où, dans l'acte sexuel d'amour, on rencontre cette énergie-là, c'est-à-dire qu'on a une ouverture spirituelle qui va se créer au moment où on est dans l'énergie sexuelle, eh bien, il n'y a plus de guerre entre l'homme et la femme. Je crois qu'il faut être très, très, très clair qu'il n'y a plus de guerre et il n'y a plus de tentative d'aliénation possible, puisque l'humain s'est reconnecté avec le sentiment de son unité, Mhm. de, de, son, de son unité perdue, comme le disait Platon. C'est vraiment. Donc, à un moment donné, si on sait qu'on est esprit et âme, hein, c'est-à-dire le versant masculin, c'est l'esprit, hein, c'est le feu de l'esprit, le versant féminin, c'est l'âme, qu'on est à la fois esprit et âme, eh bien, comment on va pouvoir venir nous menacer, nous torturer, etc. Nous savons que nous sommes éternels. Donc, ça, c'est quelque chose qu'évidemment, les passionnés du pouvoir ne veulent surtout pas que nous ayons accès à ça. Surtout pas. Et donc, quand ça se réveille mal, c'est-à-dire quand ça se réveille mal, ça n'est plus les deux serpents qui se réveillent, donc l'eau et le feu, qui se réveillent ensemble à un même rythme et dans le respect de l'autre, dans le respect de la différence fondamentale de l'autre, puisque le feu, c'est fondamentalement différent de l'eau, et vice-versa, eh bien, ça crée des déséquilibres énergétiques extrêmement puissants et surtout un potentiel destructeur euh, extrêmement vaste. C'est-à-dire que le feu, quand il est destructeur, eh bien, il n'est pas à moitié, et l'eau, c'est pareil. Donc, je vais dire, on n'est pas à l'abri d'un renversement, où l'eau, à un moment donné, reprend le pouvoir. C'est-à-dire que tant qu'on est en guerre, on n'est pas en harmonie. Hein, ça fait... Mm. Voilà. Donc, cette connaissance ésotérique, je crois qu'il faut bien être conscient que les passionnés du pouvoir, ils l'ont depuis la nuit des temps. C'est juste nous qui l'avons perdu. Donc, euh, les manipulations énergétiques, c'est-à-dire où est-ce qu'on arrive à mettre l'énergie d'un individu ou de plusieurs individus, comment on arrive à orienter cette énergie pour notre propre profit, voilà exactement ce que font les passionnés du pouvoir dans ce monde. Que ça soit dans des pseudo-guerres, dans des révolutions faussement créées, dans des conflits arbitrairement créés également, ou dans des façons d'orienter notre intention de combat, eh bien, c'est toujours par là que ça manipule. Où mettons-nous notre énergie? Alors, la première des énergies qu'on va mettre, c'est évidemment dans un travail qui n'a pas de sens, par exemple. Donc, comment éviter que l'humain retrouve le sens de sa voix, de son unité, de sa transcendance et de sa profonde L'intuition. liberté, parce que la profonde liberté, elle est là en fait. Elle est Mhm. dans l'amour que nous partageons ensemble et dans le fait de savoir que l'autre en face de moi, eh bien en fait, il est pareil. Il n'est pas différent, il n'est pas dissocié, il est pas, voilà. Et donc, là arrivent les droits sexuels. Mhm. Et les droits sexuels, c'est comment, d'ailleurs, votre chat, il est d'accord parce qu'il s'est levé, euh, c'est Oui, le comment. comment détourner
l'énergie sexuelle, parce que ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'avait dit Freud, mais ce qu'on dit d'autres, si vous voulez, c'est que cette énergie extrêmement précieuse, qui fait qu'on n'est pas pareil avant-après, qui fait qu'on sait notre pouvoir quand on l'a et quand on ne l'a pas, différence, hein, eh bien cette énergie-là, tout le travail est fait pour dissocier les êtres humains. Voilà. Et de façon à ce que cette énergie-là, elle aille dans le combat sur le voisin, elle aille dans l'autodestruction, elle aille dans une sexualité qui n'a aucun sens et qui instrumentalise tout le monde, et au final, on se sent tous mal à la fin, et de toute façon, on n'a rien Mmh. partagé. Voilà. Et donc, ce que Forme de disait violence. Freud, C'est une forme de violence psychique, puisque, enfin, moi, quand je vous entends parler de ça, et j'invite tout le monde à acheter votre bouquin qui est disponible sur Amazon, je mettrai le lien dans la barre de description, c'est et en que, numérique maintenant sur mon site, s'ils ne veulent pas acheter sur Amazon, les gens, je l'ai mis en numérique en accès d'accord, direct. Ouais. ah, super. Euh, ce qui me chagrine, c'est la perte de l'innocence, parce qu'en fait, juste d'un point de vue, voilà, on va dire lambda, l'innocence, c'est de là que part l'imaginaire. Quand on tue, parce que c'est vraiment ça, on tue finalement l'innocence, parce qu'une fois que l'innocence, elle est brisée, on l'a plus, quoi. Ça va mettre en avant plus un côté physique que l'émotionnel, et donc le manque d'empathie. C'est là où je voulais en venir. Le manque d'empathie. Forcément, le manque d'empathie emmène forcément l'agression et le manque de compréhension de l'autre. Donc la guerre. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et on est toujours dans la question alchimique du plomb. C'est-à-dire que si on reste au niveau, comme j'ai dit, de la sexualité bouchage de trous, comme j'appelle ça, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? En fait, ça, d'une part, ça dégrade tout le monde. D'autre part, c'est au niveau énergétique, ça empêche Mhm. une élévation de l'énergie parce que qu'est-ce qui se passe? Cette fameuse énergie sexuelle, cette pulsion dont parlait Freud et dont il disait absolument qu'il fallait la réprimer dans l'enfance pour qu'elle puisse créer un accès de transcendance. Mhm. Donc, c'est pas du tout parce qu'il est hyper utilisé, comme j'ai déjà expliqué, pour justifier ses droits sexuels, alors qu'il dit le contraire. Et encore une fois, je suis pas une fan de Freud. À un moment donné, il y a beaucoup de contradictions aussi chez lui, mais là, c'est quand même très clair. Cette énergie sexuelle doit être réprimée pour être transformée. C'est Mhm. bien le travail alchimique. Donc, si on reste au niveau du plomb, Mhm. eh ben, le plomb, effectivement, c'est le plomb qu'on va s'envoyer. C'est le plomb de la guerre, c'est le plomb qu'on n'a pas transformé en or. Et la seule façon de transformer effectivement en or, c'est ce que décrit encore une fois Platon dans Phèdre, c'est de Mhm. passer par l'amour. Pourquoi enseigne-t-on alors les droits sexuels et la masturbation infantile à l'âge de 4 ans, et pourquoi n'enseigne-t-on pas l'empathie? On est bien là-dedans, on est dans une volonté de détruire absolument toute rencontre avec Mhm. l'autre, rencontre qui, pour un être humain, il peut se mettre tout seul sur la montagne. Ce qui le fera avancer dans l'amour, c'est de se confronter à l'autre et d'essayer d'avancer par rapport à ça. C'est pas d'être perché tout seul sur sa montagne, il n'y arrivera pas. Donc, c'est bien parce qu'il rencontre l'autre dans un amour imparfait, comme le dit Platon, je ne fais que répéter là, hein, qu'il va se souvenir de ce que c'est que l'amour parfait et qu'il va essayer de travailler à se déployer là-dedans. Voilà pour moi quel est le sens en tout cas de la spiritualité. Et donc, euh, bien évidemment, tous ces gens-là, qui sont vulgaires au possible de surcroît, non seulement effractent l'enfant de plus jeune âge, mais lui ôtent toute capacité d'initiation. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? Cette innocence, effectivement, dans l'enfance, elle doit être préservée le plus possible. Cette innocence, c'est quoi étymologiquement? Ça veut dire ne pas nuire. Donc, le fait de ne pas C'est nuire, c'est quand même, ça doit être préservé le plus possible. Ensuite, joli. on est sur Terre. Il y a un peu l'enfer sur Terre aujourd'hui. Donc, on va se confronter à des trucs, voilà, pas cool. Mais euh, dans dans la mesure du possible, il faut essayer de préserver l'initiation sexuelle de l'adolescent, dont on peut souhaiter qu'elle soit dans l'amour, parce que ça conditionnera effectivement tout le reste de sa vie sexuelle.
et tout le reste de la destructivité ou pas. Moi, j'ai beaucoup de patients maintenant, j'avais pas forcément ça avant, donc on voit bien qu'il y a aussi des phénomènes de génération, qui arrivent dans une souffrance et dans une misère sexuelle impressionnante, impressionnante, et qui sentent, parce que malgré tout, on a beau vous raconter toutes les salades qu'on veut, nous sommes esprits et nous savons au fond de nous ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc, à un moment donné, le chemin, il se retrouve avec toutes les difficultés, et même s'ils ont mis toutes les contraintes possibles et 10 000 vaccins injectés à un mois, le chemin de l'esprit, il est quand même plus fort que ça. Donc après, ça met du temps, etc. Mais cette misère sexuelle, elle est quand même questionnante. C'est-à-dire qu'on ne rencontre plus jamais l'autre à l'endroit où c'est l'un des plus grands endroits de rencontre, si ce n'est donc dans celui qui est un travail d'ascèse spirituelle, un autre type de rencontre mystique, mais c'est quand même l'endroit où on peut se rencontrer, Et justement puis au c'est niveau... la création de la vie, il n'y a pas plus divin que cet acte-là au final. Absolument, absolument. Et il n'y a pas plus sacré. Enfin voilà, c'est un acte sacré. Donc là, il n'y a que de la désacralisation, de la profanation, mais encore une fois, pour derrière manipuler, parce que comme c'est le plan Huxley, c'est le fameux plan Huxley du meilleur des mondes, c'est-à-dire sexualisation précoce pour tout le monde dès le plus jeune âge. Bon alors, évidemment, Freud, il l'avait dit, hein, si vous êtes occupé à penser sexe toute la journée, c'est-à-dire penser sexe bas de gamme, eh bien, c'est sûr, vous n'allez pas pouvoir faire autre chose. Et on le voit bien dans les addictions au sexe. Et la pornographie, elle est liée à ça. Il y a une magistrale interview de Reisman là-dessus, de Judith Reisman. Elle explique bien. La pornographie, non seulement ça libère pas l'homme, mais ça l'aliène. Bien sûr. Et si on parle d'énergie sexuelle, l'énergie sexuelle, on va aller au bout du truc, dans la pornographie, ça n'est que du vidage de pompe, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire que le sacré de la semence masculine, eh bien, il part dans l'air. Et c'est marrant parce que, enfin, vous parliez de Platon et j'avais noté une phrase. Il disait qu'un individu qui choisissait consciemment de restreindre ses activités sexuelles pourrait canaliser son esprit à d'autres sphères. Donc j'imagine que c'est aussi, enfin, ça veut dire ce que ça veut dire, d'autres niveaux de conscience. Bien sûr, parce que c'est encore une fois une transformation. C'est une transformation. Je voulais dire par rapport à ça qu'effectivement, à partir du moment où on n'est plus dans la rencontre qui ne peut se faire qu'à travers l'amour, hein, dont l'empathie est un prolongement, on est dans la fracture, dans la dissociation, on est dans le viol, de part et d'autre d'ailleurs. Voilà, parce que quand il s'agit de violer une femme, c'est aussi sa propre partie féminine qu'on viole, hein, pour un homme. Donc, c'est sa propre mère, c'est les femmes de sa généalogie, c'est tout ça ensemble. Hein, donc on est bien là-dedans, dans cette division et cette dissociation. Et je crois que l'enfance représente l'innocence et cet amour pur, effectivement, qu'amène l'enfant. Il n'est pas dans le jugement, il n'est pas encore dans le conditionnement de la société, il n'est pas dans tout ça. Donc, attention, je n'ai pas dit que les enfants n'avaient pas de mouvements agressifs, n'avaient pas aussi hein, mais sur le plan de l'amour, il est là, il aime, il ne se pose pas de questions. Et c'est ça qu'effectivement qui essaye d'être cassé dès le plus jeune âge, parce que ces fous furieux pensent qu'ils vont nous manipuler comme ça. Alors, je voudrais faire un aparté aussi parce que dans tous ces programmes, il y a aussi une incitation très forte sur la sodomie. Comme si c'était une pratique, voilà, c'est pareil, c'est pareil comme n'importe quelle pratique. Enfin bon, le site On s'exprime vous montre bien les positions vaginales et anales préférées du gouvernement, hein, parce que je ne sais pas pourquoi ils en choisissent 5 ou 7. C'est leur préféré, j'imagine. Enfin, je ne sais pas, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a d'autres. Oui, pourquoi ça, il faut expliquer aux auditeurs. Alors en fait, pour vous expliquer, chers auditeurs, ça c'est dans mon livre sur les droits sexuels, vous avez donc votre cher gouvernement
qui a un site sous tutelle qui s'appelle onsexprime.fr pour les adolescents à partir de 11 ans. C'est référencé dans les manuels ATIE, ça fait partie des droits sexuels, hein, bien sûr tout ça, comment enseigner la sexualité aux enfants. Et donc sur ce site, vous pouvez aller faire des origamis, enfin vos enfants, hein, plus exactement, aller faire des origamis, avec les positions anales et les positions vaginales et orales, sélectionnées, donc je ne sais plus, il y en a 5 pour l'un, 7 pour l'autre, sélectionnés préférentiellement. Et votre enfant aussi pourra aller cliquer sur des sexes masculins ou féminins de toutes les couleurs pour évidemment éviter la discrimination, pour les mettre en érection, hein, voir comment ça marche. C'est vraiment très important à 11 ans, 12 ans qu'ils puissent faire ça. Et encore, plus vous fouillez sur ce site-là, plus vous voyez que, comme j'ai mis beaucoup d'exemples dans mon livre, il y a par exemple des incitations à différents trucs qui sont quand même très problématiques. Voilà, votre enfant peut raconter sa première relation sexuelle sur ce site sous tutelle du gouvernement. Oui, puis comme ça nourrit bien aussi tous les pédos qui peuvent aller regarder, checker. Sur le Facebook de ce site-là, parce qu'il y a un Facebook aussi, on voit bien qu'il y a plusieurs adultes qui interviennent, qui sont pas, qui c'est pas des enfants et qui sont là pour discuter avec vos enfants. Enfin, bon, Ah pour finir sur la sodomie, je voudrais juste, Anna, oui. bien expliquer que la sodomie, précisément parce que l'énergie sexuelle se trouve à la base de la colonne vertébrale, donc très très près, on va dire, de la sphère anale, est une pratique initiatique de certaines justement communautés spirituelles depuis la nuit des temps, très réservée. Et donc le fait d'encourager la sodomie à tout va, c'est en fait encourager la destructivité de cette énergie sexuelle, hein, qui va plutôt être détruite qu'autre chose par une sodomie qui n'est pas du tout faite en conscience par rapport à cette énergie sexuelle. Donc, c'est pas du tout anodin et c'est une façon de détruire plus sûrement que sûrement la capacité de transformation de cette énergie sexuelle, hein. D'où le fait que la sodomie d'ailleurs est souvent interdite dans les religions parce qu'en fait, c'est quelque chose qui peut être extrêmement destructeur de l'énergie sexuelle. Voilà, donc je Est-ce crois que vous important de pouvez le aussi dire. préciser que ça n'a rien à voir avec... vous n'êtes pas en train de pointer du doigt aucune, comment dire, aucune orientation sexuelle, enfin, pour les homosexuels par exemple. Non, Parce que mais encore une fois, la question, c'est pas la sodomie ou pas. La question, c'est comment euh, et par qui et avec quel Hmm, niveau de conscience. Quand je voilà. dis c'était réservé ou c'est encore, mais bon, je parle plutôt des communautés initiatiques Hmm. antiques, hein, sur Comme en la Grèce question de la sodomie. antique. Voilà. C'est-à-dire que ça n'est pas une pratique bien ou mal. C'est Mhm. une pratique qui est tellement puissante au niveau de l'énergie sexuelle qu'elle peut être extrêmement destructrice. Voilà, voilà. Voilà, mais si elle était, entre guillemets, sélectionnée et pratiquée dans certaines communautés, c'est bien pour sa puissance, hein. Mhm. Mais c'est important de dire justement, la question, c'est pas on est pour, on est contre, la question, c'est Mhm. d'avoir conscience des Bien enjeux sûr. énergétiques derrière. Voilà, voilà. Comme en fait, finalement, euh, que ce soit vaginal ou anal, c'est juste le principe du sacré, le détourner pour le redescendre à quelque chose qui frôle l'enfer, Et quoi. ça va être encore plus destructeur au niveau de la sodomie, par la question de l'énergie, des fameux deux serpents symboliques qui se retrouvent euh, à la base au niveau du coccyx, hein. Mhm. Mhm. Voilà, c'est ça que ça veut Ah, dire. intéressant. Donc d'où cet encouragement effréné à une sodomie sans conscience et n'importe quoi, parce que c'est la meilleure façon de fracturer l'énergie. Et de faire en sorte que non seulement elle ne monte pas, mais du coup, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rester en horizontale. Et en horizontale, elle va rester donc dans de la destructivité, dans de l'addiction sexuelle et la violence ensuite vis-à-vis de soi-même. Parce qu'encore une fois, si on ne canalise pas l'énergie sexuelle correctement, en sublimation ou en symbolisation, eh bien, et en symbolisation, les deux, eh bien, si on ne la transforme pas en or, elle devient extrêmement destructrice. Mhm. Et ça, les passionnés du pouvoir le savent.
parce que le corpus ésotérique, il a échappé à la population, mais il s'est transmis. Mais En comme haut. tout le sacré, au final, il y a toujours eu une élite qui était réservée pour tout le savoir, parce que finalement, on sait que certains textes ou certaines choses ne sont pas accessibles à tout le monde, sachant qu'on a tous des niveaux de conscience différents. Et c'était réservé à une élite, mais là, tout dépend de l'intention, en fait. Et là, l'intention. Moi, ce qui m'épate, c'est que tout est à ciel ouvert, en fait. Mm. Tout est à ciel ouvert. Parce que, bon, moi, les textes que j'ai étudiés, je veux dire, alors, c'est à ciel ouvert, mais c'est quand même très pervers, donc il faut quand même essayer de mettre son nez dans la soupe, c'est un peu compliqué. Mais c'est quand même à ciel ouvert, quoi. C'est-à-dire que rien n'est caché au niveau des intentions, au niveau des lois, etc. Il y a juste notre propre aveuglement. Il y a une Euh, bonne manipulation quand même, parce que quand oui, le site s'appelle s'exprimer ou exprimez-vous. s'exprime. S'exprime. Oui, mais c'est une bonne manipulation parce que ça veut dire qu'il y a libération de la parole, que maintenant on est libre. Il y a cette idée derrière, alors qu'en fait, quelque part, c'est pour dominer le futur soi Oui, qui aura été. s'exprime. On pressionne le sexe, on pressionne Ah l'énergie sexuelle. oui, tout à fait. Alors, plus, je voulais rajouter, Anna, que sexualité, ça vient de sécaré, même étymologique, sécateur, hein, en latin. Et ça veut dire qui est coupé. C'est-à-dire que dans la sexualité, en fait, on va essayer de rejoindre ce qui a été coupé en nous. Et donc, à travers l'autre, on va pouvoir se réunifier. Cette idée de flamme jumelle, peut-être, euh, dans la mythologie. Oui, dans la mythologie platonicienne, oui, oui, Voilà, clairement, ouais. dans le mythe de l'androgyne, Voilà, etc. le Oui. mythe de l'androgyne, tout à fait. Donc c'est par là qu'on va pouvoir essayer de se réunifier. Alors, comment redonner cette clé du discernement? Bon, déjà, achetez votre bouquin, hein, parce que vous faites un bon travail pour nous expliquer les choses. Et Est-ce puis que je m'en fais pas la figure, donc vous pouvez me soutenir parce que Oui. hein, c'est pas simple. Alors ça, c'est important, je tiens à mettre l'accent dessus. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent se cacher derrière des leaders, hein. On appelle ça leader. Donc, quand on va, pour le coup, mettre en lumière quelque chose, on devient leader malgré nous. Alors qu'en fait, c'est un devoir, j'ai pas envie de dire de citoyen, mais d'humain finalement, parce que finalement, c'est son devoir créateur. C'est ce qu'on appelle enfin, moi, je l'appelle ça la responsabilisation, être responsable. Mais c'est vrai qu'on est dans une telle irresponsabilité, on est toujours des victimes. Même cette idée de voter pour que quelqu'un décide pour nous ce qui est le meilleur pour nous, parce que nous, on ne sait pas. C'est difficile parce que, déjà, la plupart des personnes ne comprendront pas. Et comme il y a une manipulation par les mots, certaines personnes vont dire oui, vous êtes contre la libération sexuelle, vous êtes. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est justement pour l'épanouissement. Oui, c'est très compliqué aujourd'hui, alors parce que c'est une période à la fois fascinante, passionnante et très compliquée. Moi, à mon petit niveau, c'est très compliqué parce que pour le coup, ça a été très initiatique de parler de ça, de faire ce livre-là et de me rendre compte aussi de qui était dans la pseudo-résistance, comment ça passait les choses. Et au final, pour le dire très clairement, finir très isolée pour dire les choses comme elles sont. Parce que d'un côté, ça ne va pas arranger parce qu'on veut garder son petit confort, son petit truc, voilà, sa petite place. Et donc, quand je vais évoquer la question des réseaux pédophiles ou la question des processus totalitaires, on ne veut pas en entendre parler parce qu'on sait qu'on va devoir assumer quelque chose de cette position. Mmh. Et de l'autre côté, se retrouver face à des trucs extrêmement mesquins, d'envie, de jalousie, de trucs qui sont dits derrière mon dos, etc. Donc, ou de pompage de travail, d'ailleurs, parce que c'est un petit peu ce que j'ai pu constater. Donc, moi, tout ça, je le laisse de côté. J'ai décidé en conscience de participer à cette période de révélation parce Mmh. que j'ai pu étudier, parce que j'ai pu comprendre. Peut-être que c'est pas parfait, il y en a d'autres qui vont le reprendre, j'espère. Pour l'instant, ça crée un réel isolement dans la communauté des psys parce que, effectivement, j'assume la question des vies antérieures, j'assume la question de l'astrologie, j'assume la question du symbolisme, j'assume la question de l'ésotérisme, mais j'assume surtout la question de dire les choses comme elles sont quand on les voit comme elles sont, Mmh. sur ces questions de manipulation de masse. Mais j'ai à la fois,
subi beaucoup d'attaques, y compris entre guillemets de leaders de la résistance qui ont très très peur que je puisse prendre leur place, alors que moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas leader et je ne veux pas être leader. Parce que si je suis leader, je vous dépossède de votre pouvoir. Hein. Donc, moi, je suis effectivement intellectuelle, je vais venir apporter ce que je sais par rapport à ma place, par rapport à ce que j'en comprends. Mais je suis leader de rien du tout. Ça, qu'on soit très clair, même si on veut me mettre dedans. C'est le Donc, rôle de tout le monde, quelque part, d'être leader de soi-même. Finalement, vous apportez votre participation comme tout le monde peut apporter sa participation, que ce soit même un dans le soutien. collectif, absolument, absolument. Et puis, voilà, moi j'apporte ce que je sais faire. Mhm. Si un autre sait faire autre chose, ou même le soutien, il apporte aussi. Voilà. Absolument. Donc c'est un petit peu ça, je pense, mon modèle. C'est chacun sa place. Et je crois qu'on est dans une société où on souffre que plus personne ne soit à sa place. Donc moi, ma place, c'est pas Bien de sûr. faire du leadership politique. J'ai jamais fait ça. Et c'est pas ma place. Je suis en souffrance là-dedans. Eh Euh, oui, parce que dès qu'on prend la parole, de toute manière, les gens l'associent au leadership, puisque maintenant, plus personne n'ose parler. Et puis parce que tout est offensant. Il y a une façon de parler aujourd'hui avec un vocabulaire finalement qui nous est donné strict, parce que sinon, on est ou raciste ou antisémite et on nous colle des étiquettes oui, très... il y a Donc, plein de verrous pour empêcher de penser. Plein de verrous pour empêcher de penser. mm, Euh, C'était Spinoza, le philosophe, qui disait, enfin, je ne sais plus comment il le disait, mais si la liberté d'expression elle est contrainte ou restreinte, il n'y a plus de liberté d'expression. Donc à un moment donné, c'est aussi la capacité de pouvoir parler, d'aller aussi dans des interstices, on va dire, provocateurs, ou même à la limite euh, qui sont transgresseurs au niveau de la pensée pour pouvoir réussir à penser, parce que sinon, si on est dans un tout petit espace, dans un enclos, on ne pense pas. C'est bien parce qu'on est en capacité d'aller pousser la pensée jusqu'au bout qu'on peut réussir à penser et à trouver un équilibre ensemble. Euh, donc, il est quand même très différent de penser tuer quelqu'un que de le tuer. Et c'est parce qu'on ne va pas le dire qu'on va le faire. Donc, il faut être en mm, capacité de pouvoir le dire et de pouvoir médiatiser ça dans le langage. Encore une fois, on retombe sur Mercure et sur la capacité de penser, de parler, de symboliser la pulsion. Or aujourd'hui, on est dans un monde pervers. Alors la perversion, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que c'est la pulsion détournée de son but, étymologiquement. Donc on est bien là-dedans, à partir du moment intéressant. où on travaille à détourner la pulsion sexuelle de son but, qui n'est pas le sexe orgiaque à tout va, sans conscience, mais qui est précisément la libération de l'esprit et de l'âme humaine par le retour à l'unité dans l'amour, eh bien, effectivement, on va trouver la perversion à tous les étages et on va la trouver dans le langage. Et dans le langage, avec l'interdiction de penser certains trucs. Mais la pensée, elle ne se contrôle pas, l'esprit ne se contrôle pas. Il va dans des interstices, il revient, il discute. Et puis, je dis, les plus grands penseurs, ils ont pu aussi avoir des propos extrêmement provocateurs. Et Mhm. quel important, parce que c'est bien la provocation qui va appeler quelque chose chez l'autre, qui va À la l'obliger à justice aussi. donner. J'ai réussi à comprendre l'autocensure que je me mettais en France en vivant dans un autre pays. Ce que j'ai dit du harcèlement, parce qu'il y a un harcèlement des peuples aujourd'hui, hein, c'est le but du harcèlement, ce n'est pas de détruire, c'est de conduire à l'autodestruction. Eh bien, c'est exactement ça. Le but, ce n'est pas de censurer, c'est de conduire à l'autocensure. Donc maintenant, c'est à chacun de faire son travail, euh, en se posant aujourd'hui la question dans cette période où la posture de chacun détermine le destin de l'humanité aujourd'hui. Je crois qu'il faut être très clair. Donc chacun a sa responsabilité. C'est pas on va laisser l'autre faire le boulot. Alors au service de quoi on se met? Moi, j'ai décidé en conscience, je me mets au service de l'amour inconditionnel. Voilà. Donc ça passe par la justesse des mots et la justice. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans justice. Voilà. Bien sûr. Euh, Ça, c'est très clair. Donc la justice, c'est rendre à soi-même ce qui nous appartient et rendre à l'autre ce qui lui appartient. Et ça peut être très vaste. On n'a pas forcément, c'est pas forcément je suis victime, etc. Dans cette vie, ça peut être très très vaste. C'est mettre Et en donc lumière la réalité. voilà, et la complexité en fait. Et qu'est-ce que soi-même, avant d'aller juger les autres, qu'est-ce que soi-même on provoque chez l'autre par par son absence de mots, par son absence de prise de position, par différents types de complicité.
Merci. Voilà. Tellement vous dire merci pour ça. Mais c'est tellement important. Oui, on a tous un pouvoir créateur et quand il nous arrive quelque chose dans notre vie, ça ne nous arrive pas par hasard et on peut en parler. Mais le problème, c'est que voilà, il y a encore cette autocensure et on le retrouve même dans le milieu spirituel, puisque c'est vrai que bon, c'est un peu, on va dire, le domaine que. Financés, dont les financements parfois sont Oui. assez questionnants, hein. Bah, je pourrais aller des heures, mais c'est à vous que je donne la parole. Mais effectivement, et le mouvement New Age, par exemple, ne juge pas, n'écoute pas le mental, etc., où la personne s'auto-coupe et s'auto-divise en disant oui, ça c'est mon ego qui m'a fait faire ça, et les personnes parlent d'elles-mêmes à la troisième personne. On est toujours dans la division, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on est corps et esprit, on est feu et eau, on est ciel et terre, on est tout ça en même temps. On est tout ça en même temps. On ne peut monter au ciel que parce qu'on est enraciné sur terre. C'est vraiment très important. C'est que je disais dans la préface de Bergson il y a quelques années. La spiritualité, ça commence par l'humilité. L'humilité, c'est la terre. Humus, c'est la terre. On s'enracine dans la terre d'abord. Donc, en fait, on est toujours dans cette dissociation. Notre ego, c'est pas un ennemi, c'est juste qu'il faut qu'il soit mis à sa juste place. Et tout à fait. Et en fait, on a encore une fois un déséquilibre entre les personnes qui ne veulent pas du tout entendre parler de la spiritualité, donc de l'esprit, de tout ce qui est esprit, et les personnes qui sont trop en haut et qui veulent être comme des petits anges, mais pourtant on est Et bien qui dans la se matière, dissocient parce qu'ils sont complètement perchés. et complètement perchés, qui ne veulent pas faire leurs expériences et qui ne veulent surtout pas parler de leurs expériences. Par exemple, en gros, il y a une personne qui voit une malversation. Eh bien, la personne va se déresponsabiliser quand bien même elle est dans cette scène, elle voit l'action, mettons, je ne sais pas, une personne qui se fait violer dans le métro. Eh bien non, c'est qu'elle devait se faire violer pour son expérience. À un moment donné, il faut aussi un peu de justesse dans ce monde, quoi. Effectivement, tout est opportunité à apprendre donc à travers l'expérience. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le jette à la poubelle ou est-ce on en fait une création? Et c'est pour ça que j'apprécie tellement quand vous dites qu'il faut participer et qu'on est là, on a un esprit créateur pour créer et pour se responsabiliser. Ça me fait tellement du bien que vous le dites. Voilà. Merci. C'est Et en important. même temps, mais oui, mais parce que les gens ne savent pas qui ils sont. S'ils savaient la puissance de qui ils sont, ils participeraient. Je veux dire, ils se rendraient compte aussi que les conséquences, quelles sont les conséquences de collaborer à quelque chose en termes de violence? Les connaissent-ils vraiment au niveau de leur âme, les conséquences? Non, parce que sinon ils n'iraient pas. Et pourtant, la littérature, elle a toujours dit ce que ça implique de vendre son âme au diable. Et quand on collabore, on vend son âme au diable. Tout à fait. On a eu les enseignements, je veux dire, Goethe, par exemple, nous les a donnés. Il leur les donne sous forme de littérature. Il y en a plein qui nous les ont donnés sous forme de littérature pour que ça soit plus accessible, et parce que de toute façon, c'est un savoir assez caché. Mais ces conséquences-là, si ces gens-là savaient vraiment ce que ça implique, ils ne le feraient pas. Ils ne le feraient pas. Et puis, il y a encore une fois cette question de déresponsabilisation, quelqu'un d'autre le fera. C'est vrai que, par exemple, dans le niveau spirituel, j'ai mis en lumière quelques escrocs, on va dire, et toutes les personnes qui s'étaient faites abuser, enfin, psychiquement, sexuellement, etc., n'ont pas voulu parler parce qu'elles parlent de justice divine. Mais finalement, quelque part, ce n'est pas reconnaître le divin qui est en soi, ce n'est pas aussi avoir cette idée de protection pour l'autre. Mais oui, mais absolument. La justice divine, c'est à nous de la développer d'abord en nous. C'est-à-dire, encore une fois, en quoi sommes-nous le reflet imparfait, certes, mais le reflet du divin. Voilà. Et comment pouvons-nous nous perfectionner pour justement en être le reflet de plus en plus parfait. Complètement. Et pour commencer cette quête, eh bien, il est important de s'informer aussi par tout ce qui est controversé parce que, comme on peut le voir avec votre exemple qui est flagrant en fait, vous apparaissez pas forcément dans l'information de masse, on va dire.
Ah bah surtout pas, non, surtout pas. Surtout pas, Donc, surtout pas. Pourtant, c'est pas faute de les avoir prévenus, mais c'est là qu'on voit bien. Quand je dis ça a été initiatique, pour moi, cette histoire de droit sexuel, c'est que j'ai aussi vu à quel point l'information était contrôlée, à quel point elle était verrouillée, à quel point on nous sert une espèce de propagande de sexualisation précoce de l'enfant, alors que le contradictoire, on nous fait passer, parce que je suis pas la seule. Bon, j'ai été quand même à l'initiative chez les psys, mais euh, on nous fait passer pour des gens, des menteurs, etc. Et surtout, le contradictoire n'a même pas le droit de citer. Donc, moi, ça m'a bien montré dans quel système on était. Je le savais, mais je dirais que là, je n'en mesurais peut-être pas l'ampleur. Voilà. Et aujourd'hui, c'est très clair pour moi que qui est médiatisé dans le système sert le système. Et ce système est tout sauf harmonieux et, et tout sauf créateur de vie. Voilà. Et si on continue de rester dans la croyance que ce système va nous apporter quelque chose de bon, on participe. Et donc, chaque geste, chaque comportement, chaque pensée aujourd'hui, plus qu'à une autre époque, parce qu'on est vraiment dans une époque cruciale, va participer dans un sens ou dans un autre, va participer à la libération de l'humain de différents types de conditionnements extrêmement destructeurs qu'il subit depuis la nuit des temps, ou va participer au contraire, créer ce fameux meilleur des mondes avec un mixte de Orwell au passage. Mais c'est vraiment la responsabilité de chacun. Et si chacun avait vraiment conscience des implications spirituelles, je crois que... et c'est pour ça que ce savoir nous est confisqué. à votre avis, vous qui en faites l'expérience justement, quel est le but? Est-ce que c'est le but de pouvoir encore mieux pouvoir contrôler les masses? Ben, le but, c'est, comment dire, dans la mécanique du pouvoir, encore une fois, euh, je vais avoir plus de pouvoir sur quelqu'un parce que je lui vampirise son énergie. C'est un terme qu'on utilise en psycho, mais c'est réel. Donc, ceux qui dirigent, qui j'appelle les passionnés du pouvoir, qui ne sont pas forcément d'ailleurs ceux qu'on voit. Hein, ça, quand même, il faut avoir quelques petits... faut lire Machiavel, je pense que c'est très important de comprendre comment ça marche. Hein. Et ça marche depuis la nuit des temps comme ça, c'est pas nouveau. C'est pas un truc nouveau. Donc, le complot, c'est pas un truc nouveau. Le pouvoir organise des complots contre les peuples. Ça n'est pas un truc nouveau, c'est un truc depuis la nuit des temps. On en a des milliards d'exemples. Euh, Celui qui veut toujours plus de pouvoir, il va essayer de détourner l'énergie pour la réorienter et pour la prendre à son profit. Donc je crois que le déséquilibre, il est là. Et d'ailleurs, on parle bien de diviser pour mieux régner. On divise énergétiquement les gens. On met un clan contre un autre, ils vont se taper dessus. Allez, les catholiques contre les musulmans, les protestants contre les catholiques. Je sais pas, depuis la nuit des temps, ça existe comme ça. Les religions, c'est un très bon vecteur pour ça. C'est pas le seul, mais ça marche bien, ça fonctionne bien. C'est rodé le truc. Donc les gens, ils se tapent dessus. Pendant qu'ils se tapent dessus, ils vont toujours pas chercher celui qui est en train de boire à la paille l'énergie qui se dégage de tout ça. Oui. Donc au final, cette imposture des droits sexuels, c'est peut-être une arme de destruction massive Ce en n'est pas quelque la seule. Ce n'est pas la seule. Je voudrais quand même insister sur le fait que je n'ai pas abordé un deuxième chapitre qui va avec les droits sexuels, ce sont les droits reproductifs, entre guillemets, c'est-à-dire le droit pour l'humain de ne plus se reproduire, on peut plutôt le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on va lui supprimer son accès à la reproduction pour en faire une reproduction par embryon sous incubateur. Hein. Ça, c'est Huxley. Et ça, à partir du moment où on va supprimer ça chez l'être humain, alors on peut me rire au nez, c'est quand même ce qui est fait et tout est mis en lien, c'est-à-dire la question de la stérilisation de masse qui a lieu par différents vecteurs, hein, que ce soit les pesticides, que ce soit les vaccins. C'est pas des choses cachées, c'est des choses à ciel ouvert pour celui qui veut un tout petit peu se renseigner à la source. Hein. Les sources, elles sont écrites, elles sont visuelles, voilà. Il y a dans le plan Huxley une entreprise à la fois de stérilisation de masse et de confiscation de la reproduction humaine. Donc à partir du moment où l'humain ne pourra plus se reproduire, évidemment, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour nous. Donc il faut quand même se poser un certain nombre de questions aussi à cet endroit-là. Ça, c'est un chapitre que je n'ai pas développé, mais qui fait partie hein, de la fameuse perversion de ces droits sexuels. Et
l'un des vecteurs, c'est les opérations sur le sexe. Hein, parce qu'évidemment, une fois qu'on se sera fait opérer le sexe, on ne va plus pouvoir se reproduire. Il va falloir quand même faire les liens. C'est très important. Et encore une fois, je ne parle pas de décision individuelle, ça ne m'intéresse pas. Vous ne pas. parlez pas des genres, vous ne parlez pas Ça, de... ça ne m'intéresse pas une décision individuelle qui se fait en tant qu'adulte. Moi, ce qui Bien m'intéresse, c'est sûr, la manipulation de masse et comment bien on sûr. entraîne les gens vers différents trucs en leur faisant croire que c'est bien pour eux et qu'ils sont vraiment de méchants, grands méchants, intolérants. Voilà, je vais rappeler la définition de ONU-SIDA sur la discrimination. Je ne sais plus comment ils le disent, mais ils disent en gros, c'est celui qui discrimine, celui qui interdit de jouir. Donc, il faut quand même voir où on est aujourd'hui. Hein. Donc, voilà. Alors, ces droits sexuels, c'est une invocation à la jouissance des pervers. Voilà, c'est tout. Et donc, à partir du moment où on va être dans le n'importe quoi de la perversion généralisée, avec une destruction de l'innocence de l'enfance, qui est si importante pour se créer un monde intime, un monde imaginaire, un monde intérieur, c'est-à-dire un monde précisément émotionnel qui va être la part féminine de chacun, qui est fondamentale, la part féminine qui est aussi la part créatrice, maternelle. Hein, donc, eh bien, on va à la catastrophe. Et donc, je crois qu'il faut quand même aussi se dire que Xley, c'était pas un visionnaire, et quand on cherche, on trouve. Son frère était quand même très très averti, il faisait partie des très grands eugénistes, hein, il a fait des déclarations eugénistes, comme Margaret Sanger d'ailleurs, la fondatrice du planning familial. Donc, que sont ces institutions? Pourquoi ces gens-là veulent supprimer une partie de la race humaine? Faut faire les liens à un moment donné. Là, il faudrait arrêter de prendre au biberon ce que dit la télé, quoi. Donc moi, effectivement, j'ai décidé de, de sortir d'un que je n'avais pas de toute façon pour dire les choses, pour faire partie des gens qui vont effectivement dire les choses qui sont vérifiables. Tout est vérifiable. Et dans mon livre, il n'y a que des sources vérifiables, entre guillemets, légales. Pour finir, Anna, je voudrais quand même qu'aussi que les gens arrivent à tilter, parce qu'il y a une telle propagande, une telle banalisation des mots, que le fait que les standards pour l'éducation sexuelle en Europe présentent une matrice, je veux dire, pour éduquer sexuellement les enfants à partir de 0 ans, ça devrait faire tous bondir au plafond. Enfin, une matrice, de quoi on parle-t-on? Alors, moi, après, j'ai cherché en 3 langues et ça m'a vraiment beaucoup instruit sur certaines traductions français. À partir de 16 ans, ils enseignent les bébés sur mesure. En fait, ce sont les designers baby, les bébés qu'on achète, qui sont génétiquement modifiés. Donc, voilà de quoi on parle. Alors oui, le gouvernement français, il n'utilise pas ça, mais qui va croire à ça? De toute façon, il l'utilise par ricochet. Et de toute façon, c'est déjà mis en place. Ah oui, mais j'ai pas ça dans mon école. Alors les gens, ils attendent que ça vienne à eux. C'est-à-dire qu'ils attendent que le feu soit chez eux. Alors comme ça, quand Pompéi brûle et qu'ils peuvent plus s'enfuir, ils sont là. Ils vont se faire liquéfier sur place. L'acte d'amour objectifié, sans esprit, sans conscience, merci. Ça amène la reproduction robotisée et finalement même la création de vie sans cette étincelle qui quelque part sacrée, quoi. Et la question de l'incarnation de l'âme. Donc on retombe encore sur les savoirs qui nous étaient confisqués. Qui maîtrise l'incarnation de l'âme? Qui maîtrise la sortie de l'âme? Ce n'est pas un hasard que les passionnés du pouvoir veuillent maîtriser la reproduction et veuillent maîtriser la mort. Je crois que c'est simplement notre ignorance qui nous maintient dans le fait que ça serait pour d'autres raisons. Donc, cessons d'être ignorants. Je crois qu'on a encore des textes, on a encore des capacités d'aller chercher ça. La question de l'incarnation de l'âme, encore une fois, c'est une question philosophique. Comment se fait-il qu'on ne l'enseigne plus en philo? Je voudrais dire aussi à la communauté que les anciens scientifiques, en fait, dans l'Antiquité, ils connaissaient aussi l'alchimie entre la science et la conscience, alors qu'aujourd'hui, on divise les deux.
Alors, moi, je vais prendre un exemple. Effectivement, de toute façon, le matériel et le spirituel, ils ne peuvent pas être dissociés comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr que, en tout cas de ma conception, ce qui est premier, c'est l'esprit, c'est ce qui crée, hein, donc ce n'est pas le matériel. Le matériel est animé par l'esprit. Et donc, on parle d'alchimie, on parle de l'âge sexuel, Mercure, c'est effectivement le mental, la parole, etc. Mais au niveau matériel, je vais prendre un exemple. Sur l'or, qu'est-ce que c'est que l'énergie de l'or? Et en fait, c'est cette énergie, d'ailleurs, que tout le monde est dans la prédation sur Terre pour l'or. Hein. Donc, tout le monde veut s'accaparer l'or. C'était la colonisation, elle s'est faite pour l'or. Mhm. Mais si on regarde, du point de vue en tout cas des Indiens, sur moi en tout cas sur ceux qui originellement étaient en Colombie, l'or en fait est un métal, si vous voulez, ou qui était travaillé en orfèvrerie pour être restitué en cadeau à la terre. D'accord? C'est-à-dire que l'humain venait apporter son travail alchimique d'orfèvrerie pour rendre en ce métal à la terre. D'accord? Qu'est venue faire la colonisation? Elle est venue confisquer ça pour l'humain. C'est-à-dire qu'on a un métal d'une énergie extrêmement puissante, que ce soit au niveau spirituel, on parle de l'or alchimique, ou au niveau matériel, et les dérèglements dans le monde viennent de la confiscation de cet or, de cette énergie. C'est très simple, si on restitue cette énergie d'or à la Terre, on pourrait estimer qu'on aurait beaucoup moins de dérèglements énergétiques. Alors ça, c'est ma réponse par rapport à la question de l'alchimie. L'alchimie, c'est pas une création d'or pour être dans la prédation de la confiscation de ça, c'est une création d'or pour le restituer dans la fluidité, on va dire, des éléments de la planète Terre sur laquelle nous vivons. L'harmonie, quoi, retrouver aussi sa place et travailler en harmonie. D'ailleurs, je crois que c'était les Anunnaki qui étaient venus chercher l'or, ces fameux dieux qui étaient venus sur Terre pour de l'or. Et encore, Mm-hmm. on peut se poser la question si l'or n'était pas cet esprit au final. Eh oui. En tout cas, il y a une vraie question. À partir du moment où on confisque l'or, on reste dans la prédation, on reste dans quelque chose qui n'est pas cette fameuse alchimie des 4 éléments qu'on doit rencontrer pour rencontrer la grande santé. Mhm. D'ailleurs, Nietzsche, qui a beaucoup travaillé sur la santé, parlait de cette capacité à chevaucher, on va dire, ses propres émotions négatives, ses propres... voilà, le surhomme, c'est pas un homme nazi avec des biscottos, c'est celui qui est en capacité de recycler, de transcender son négatif par ce travail dont nous parlons depuis le départ, ce travail du caducée d'Hermès. Alors vraiment, moi, je questionne pourquoi maintenant l'ordre des médecins a retiré un des 2 serpents, c'est-à-dire a créé un déséquilibre. Mhm. Je ne sais pas s'ils savent ce qu'ils font ou pas, mais c'est quand même important de souligner qu'au niveau du symbole dont nous parlons, de la capacité d'harmoniser, on va dire, cette énergie sexuelle pour la transformer en énergie spirituelle, d'harmoniser, d'équilibrer à minima le feu et l'eau, et bien finalement on se retrouve avec un ordre des médecins qui ne met plus qu'un seul serpent autour du caducée d'Hermès. Très bonne question. Et pour conclure, qu'est-ce que vous conseillerez aux jeunes parents qui peuvent avoir peur finalement que leur enfant innocent puisse être influencé par, que ce soit à l'école ou dans cette micro-société qui est finalement l'école, quoi. Bah, écoutez, moi aujourd'hui, je conseille des solutions draconiennes. Hein. Pour moi, si l'école n'est pas là pour développer l'esprit, c'est-à-dire apprendre correctement à lire, écrire, compter, eh bien, elle ne sert à rien. Hein. Donc aujourd'hui, alors moi, je suis une famille d'instituteurs à la base, dont certains se sont, on va dire, élevés avec la Troisième République, et effectivement, où on considérait que l'école, c'était quelque chose quand même de magistral, d'extrêmement important dans le développement de l'esprit et de l'esprit critique, c'est-à-dire capacité de discernement. Si aujourd'hui, c'est enseigner le sexe à 4 ans, moi, je pense qu'une précaution d'usage et d'urgence à faire, c'est de retirer ses enfants de l'école. C'est très clair. Parce qu'on ne peut pas contrôler ce qui s'y passe. Donc, à partir du moment où on ne peut pas contrôler ce qui s'y passe,
Il y a des enseignants qui sont en résistance, j'en connais, qui sont très au clair par rapport à ce qui se passe, et ce qui se passe aussi au niveau des normes européennes, hein, leur sont imposées et qui sont une destruction simplement pure et simple des savoirs anciens. Et nous avons des racines, nos racines sont le latin et le grec. Pourquoi ne sont-ils plus enseignés? Si nos racines ne sont plus enseignées, eh bien, que sommes-nous? Qui sommes-nous? Donc, moi, je suis pour le rétablissement du latin de façon précoce, voilà, comme c'était avant, et certainement pas d'aller enseigner la masturbation infantile à 4 ans. Voilà. Donc, si c'est ça l'école aujourd'hui, d'ailleurs, on voit bien que c'est ça, puisqu'il n'y a plus aucun respect des maîtres. Et nous en sommes venus à une école qui, de toute façon, est une espèce de boulga de violence, de harcèlement, de choses comme ça dont il faut préserver son enfant. Alors, je sais bien que c'est pas facile, mais déjà, si on se met en chemin de se dire ça, on le veut plus, on essaie de trouver comment on fait pour créer ses propres solutions. Hein. Alors que si on se résigne en se disant oui, mais quand même, il faut absolument que, non. À partir du moment où votre enfant il est en danger, vous estimez qu'il est en danger, il faut le sortir du danger. Moi je trouve qu'aujourd'hui, il y a euh, grave danger de ce point de vue-là, parce que aussi ces enseignements sont dits multidisciplinaires. En gros, le prof de français, si ça le branche, il peut enseigner la sexualité à l'heure qu'il veut, c'est-à-dire c'est pas contrôlable. Et ça a été enseigné, il faut quand même, je vous dis, je reçois des témoignages, y compris de profs à qui on enseigne Kinsey. Le ministère de l'Éducation nationale enseigne Kinsey. Donc à un moment donné, ils savent pas ce qu'ils font. Au mieux, ils savent pas ce qu'ils font. Au pire, ils savent ce qu'ils font. Eh bien, c'est grave. Donc, mesures sanitaires d'urgence. Et peut-être que quand beaucoup d'enfants auront retiré leurs enfants de l'école, ils commenceront à se poser des questions ou à se dire que si jamais ils savaient ce qu'ils faisaient, ils sont obligés de faire machine arrière. Maintenant, je crois qu'on première chose. La deuxième chose, c'est d'être présent. On ne peut pas faire des enfants et ensuite partir au travail toute la journée. Je veux dire, vos enfants, ils ont besoin de vous. C'est une utopie ou une hérésie d'imaginer que l'enfant n'a pas besoin de ses parents et en particulier de sa mère sur les premiers moments. Enfin, voilà, je crois qu'il faut redire ça aussi, l'importance de ces liens de sécurisation affective précoce. Et c'est le philosophe Hegel qui disait c'est très important la famille, l'éducation dans la famille, parce que c'est une éducation affective. Ça sera fait par les sentiments. Alors avant de les balancer dans une société qui n'a plus aucun contrôle de ce qu'elle fait, qui est dominée par la perversion à tous les étages, je crois très important de leur donner des outils. Et le premier outil, c'est qu'ils soient avec vous en famille. Qu'ils soient avec vous en famille, que vous puissiez leur donner des outils aussi d'imaginaire, de contes, etc. Et beaucoup de parents se sentent incapables, mais vous n'êtes pas incapable du tout pour apprendre à enseigner à lire à votre enfant. Vraiment pas. Enfin, De toute voilà. manière, c'est encore, on revient encore sur le point de la responsabilisation. On ne peut pas faire 10 000 enfants si on n'a pas envie de donner cette énergie, parce que finalement, avoir un enfant, c'est quoi? C'est la transmission. Euh, C'est la transmission et la protection. Les Mm. parents sont les premiers protecteurs de leurs enfants. Donc si Exact. l'État il commence à déconner, je suis désolée, c'est aux parents de les protéger. Et si l'État il se Absolument. met dans la route, comme on le voit aujourd'hui, il se met en opposition aux parents, il y a un problème. Il y a un problème. L'État ne peut pas être en opposition aux parents, il doit être en soutien aux parents. Euh, alors j'entends bien les parents maltraitants, il y a toujours des exceptions, mais enfin, là, c'est l'État qui devient intrusif, qui devient maltraitant, qui impose son dogme. Je crois qu'il faut remettre vraiment les choses au bon endroit. La première sécurisation de l'enfant, c'est dans sa famille. Bien sûr qu'il y a des enfants maltraités, mais c'est quand même pas la majorité. Et là, aujourd'hui, pour moi, l'école est devenue un espace insécurisant. Et j'entends beaucoup de parents, y compris des patients, qui me disent et qui peuvent être instituteurs et qui peuvent être profs, qui me disent leur insécurité dans le milieu scolaire. Alors, si le milieu scolaire n'est pas capable de se sécuriser un minimum, écoutez, moi je crois qu'il faut prendre des mesures sanitaires d'urgence. D'accord. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci au-delà de votre travail, aussi tout ce que vous incarnez. C'est important aussi, que ce soit le fait que vous assumiez et que vous parliez sans peur. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a surtout besoin d'exemples et vous êtes exemple aujourd'hui dans ce monde. Je Bien voudrais sûr. ajouter que je suis exemple parce que j'ai eu moi-même mes propres exemples. Hein, on ne naît pas de nulle part. Donc je Donc, crois on a que encore de la faut aussi le dire. transmission. Voilà, il faut aussi le dire que voilà.
C'est Et très c'est ce qui manque important. aussi aujourd'hui. Des exemples, bien sûr, de travailler à ça. À l'école, c'est vrai qu'on nous conforme beaucoup. On nous conforme à répondre de telle manière, à nous asseoir à ce moment-là, qu'il y a un supérieur à nous. Donc, on est déjà conformé dans il y a le supérieur, on doit obéir, on doit se taire, etc. Et c'est vrai que aujourd'hui, est-ce qu'on ne devrait pas renaturaliser les choses sans rentrer et se poser les vraies questions au final? Et en même temps qu'on fait tout ça, on n'enseigne pas à l'enfant l'essentiel, qui est la discipline. C'est-à-dire que s'il n'a pas de discipline, il ne peut pas faire les choses, il ne peut pas faire un travail. Alors, donc on le contraint dans l'obéissance, dans la soumission, etc. Et la vraie discipline, qui est d'avoir une discipline sur soi-même, on ne lui enseigne pas. Donc il n'a plus aucun outil pour se développer. C'est quand même important de rappeler ça aussi. Mais au-delà de ça, maintenant, ce qui me frappe avec un peu plus de recul, c'est on n'enseigne pas la confiance en soi. C'est-à-dire qu'on a peur d'aller au tableau, on a peur de poser la question, on a peur de faire des erreurs. Et surtout, le seul moyen d'avoir une bonne note, c'est de répéter et recracher tout ce qu'on nous enseigne. Donc finalement, il n'y a même plus part à l'intuition, il n'y a même plus part aussi à la confiance en soi, quoi. Absolument. Bah, merci beaucoup. Merci à En tout toi, cas, Max. vous êtes la bienvenue quand vous voulez sur cette chaîne. Votre travail passionne énormément de monde, dont mon amie Magali Cazotte, parce que c'est mon amie Magali Cazotte qui m'a parlé de vos travaux à la base. C'est important parce qu'à la base, je parle aussi de la pédophilie dans le milieu souterrain de la célébrité, etc. Et on en arrive à vous dans le milieu éducationnel, comme quoi tout est lié. Et forcément, on peut se poser la question si le but qui tire toutes les ficelles ne vient pas d'un seul point. Bah, bien sûr, pour moi c'est évident, mais je voudrais vraiment ajouter pour les gens, posez-vous la question, votre énergie, à quoi sert-elle? Où la mettez-vous? Votre énergie tous les jours, où la mettez-vous? À qui la donnez-vous? À quoi? C'est fondamental. Et il ne s'agit pas d'aller faire des grandes révolutions, parce que les grandes révolutions peuvent être absolument manipulées, mais si déjà, dans son propre jardin, on met son énergie à aimer ses plantes, à aimer ses voisins et à aimer son chien, eh bien, on est bien beaucoup plus utile, certainement, pour l'humanité que lorsqu'on va brandir un étendard et faire une révolution alors qu'elle est manipulée derrière et que ça va être récupéré. Tout à fait. Donc, c'est fondamental. Si tout le monde pensait comme ça, on n'en serait pas là. Donc, il faut d'abord régler ses propres démons intérieurs. Et comme disait l'autre, cultivons notre jardin. Absolument. Donc, c'est une belle phrase. Je vous remercie encore une fois, Ariane. Donc, vos œuvres sont disponibles et sur votre site internet et sur Amazon. Où est-ce qu'on peut vous retrouver aussi également? Est-ce que vous avez d'autres entretiens sur Oui, votre page j'ai ma chaîne YouTube, il y a la page Facebook, voilà, j'ai Vous le avez site votre internet. page YouTube? Oui, il y a la page YouTube avec différentes interviews. Ouais. Bon, bah super. En tout cas, on suivra votre évolution et surtout, on vous soutient. Donc, un grand merci et Merci. puis à très bientôt et surtout, on vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup, Anna, vous aussi. Au revoir. Au revoir.